Les persécutions subies par les Juifs en France sont d'abord le fait des Allemands, mais ensuite le fait de l'antisémitisme d'État du gouvernement de Vichy et du régime, on peut dire, de Vichy. C'est un antisémitisme d'État où les Français ne sont absolument pas consultés, ne sont pas consultés eux-mêmes. Il n'y a pas de référendum pour demander s'il faut persécuter ou non les Juifs. Les chambres parlementaires ne sont pas réunies à partir du moment où l'État autoritaire s'est mis en place avec le maréchal Pétain et un Premier ministre qui est Laval, qui sera ensuite Darlan. Il faut souligner aussi que ce régime représente la France dans la mesure où on a un maréchal de France à la tête de l'État. On a un chef du gouvernement qui a été plusieurs fois Premier ministre de la Troisième République, Pierre Laval, et un autre chef de gouvernement qui lui a succédé, et avant que Laval ne reprenne le pouvoir, et qui était François Darlan, amiral de France, le seul à porter ce titre. Maréchal de France, Premier ministre, amiral de France, les hommes qui sont à la tête du pouvoir ne sont pas comment dire, des gangsters qui se sont emparés du pouvoir, véritablement la France. Donc les chambres parlementaires sont pas réunies, et en ce qui concerne les mesures prises directement et qui vont prendre pour cible la liberté des Juifs et la vie des Juifs, l'État autoritaire n'a pas consulté les ministres. Il a informé les ministres, au Conseil des ministres. J'ai pu retrouver les archives, j'étais le premier à les voir en 1982, et au crayon, les notes prises par un rédacteur anonyme des conseils de ministres, c'était Laval informe les ministres des décisions qui ont été prises par lui-même et par le chef de l'État. Donc les mesures qui visent à arrêter les Juifs sur demande des Allemands quand elles vont avoir lieu en 1942 et quand il s'agira de familles juives, elles ont été prises en fait par le Premier ministre, conseillé par son ministre de la police qui était le secrétaire général de la police, René Bousquet, et elles ont été avalisées par le chef de l'État et les autres ont été informés, mais le souffle est passé à travers toute l'administration préfectorale et à travers toute la police pour que ces mesures soient appliquées. Et c'est le risque de tous les États autoritaires quand ils se trompent ou quand ils commettent non seulement des erreurs, mais quand ils commettent des crimes, eh bien, ma foi, l'appareil d'État, s'il est au service, il applique. Et même s'il applique sans enthousiasme, les dégâts sont considérables. Je le dis parce que pour ne pas l'oublier par la suite, la rafle du Veldiv, on attend 22 000 personnes au sommet, disons, de la police. Il y a 13 000 personnes parce que, en fait, les policiers ne font pas leur travail avec un enthousiasme particulier, sachant qu'ils n'ont pas affaire à des criminels, mais qu'ils ont affaire à une catégorie de la population que souhaitent avoir les Allemands et que le gouvernement français leur a donné l'ordre d'arrêter. Alors, l'initiative de l'État, elle commence immédiatement, c'est-à-dire c'est un régime qui est un régime xénophobe, un régime qui essaye de faire porter la responsabilité de la défaite sur des éléments extérieurs. Pétain était ministre de la guerre à plusieurs reprises, mais il préfère que ce soit les Juifs, les francs-maçons, les communistes qui soient responsable de la défaite, donc il fustige le changement des mœurs. Et puis, il y a une course de vitesse entre le gouvernement français et les Allemands, puisque les Allemands ont annoncé qu'ils vont prendre des mesures contre les Juifs. Eh bien, le régime étant antisémite, Pétain étant entouré de maurassiens,
à cette époque-là, hein. Il s'en est débarrassé par la suite, assez rapidement. Mais à cette époque-là, l'homme le plus puissant aux côtés de Pétain, c'est Alibert, qui est l'homme à tout faire sur le plan juridique, l'homme qui a inventé les actes constitutionnels, professeur de droit, mais également antisémite convaincu et qui devient ministre de la Justice. Donc Alibert prépare, lui, ce qu'il appelle un statut aux petits oignons, comme Pétain est sous son influence, Pétain accepte de prendre ces mesures. Il ne se rend pas compte qu'en prenant des mesures antisémites, c'est extrêmement compromettant et qu'il aura par la suite à prendre peut-être des mesures qui vont être encore plus graves. Mais pour lui, c'est d'une part mettre la responsabilité sur le dos des Juifs, et puis d'autre part, c'est montrer à Hitler que la France s'aligne sur l'ordre nouveau en Europe. Disons qu'en fait, tous ceux qui sont auprès de Pétain considèrent que l'Allemagne ayant gagné la guerre, parce qu'on pense que l'Angleterre cédera, l'Allemagne ayant gagné la guerre, la France doit, par patriotisme bien entendu, entre guillemets, mais patriotisme dévoyé, la France doit avoir la meilleure place dans l'Europe nouvelle, l'ordre nouveau en Europe, et pour cela, malheureusement, ils prennent des mesures qui correspondent, voilà, à la revanche de l'affaire Dreyfus, et qui vont faire perdre son âme à la France de Vichy. Donc ils font un statut des Juifs, alors que le 27 septembre, les Allemands ont pris des mesures anti-juives, ils définissent le juif, et ils interdisent aux Juifs de revenir en zone occupée. Vichy prend donc des mesures extrêmement dures à l'égard des Juifs français. On peut dire que le ciel tombe sur la tête des Juifs français qui se croyaient véritablement assimilés, qui avaient fait leur devoir en 14-18, en 39-40, et qui se voient exclus de la fonction publique et dans un avenir proche d'un certain nombre de professions, professions libérales, professions d'influence, journalisme, etc. Et le 4 octobre 1940, c'est encore plus grave. Pendant 24 heures, les Juifs étrangers ont pu, en quelque sorte, se réjouir, je dirais, de voir que les Juifs français ont été mis à la même sauce qu'eux, puisque bon, il y avait quand même je dirais pas une animosité, mais disons une sorte d'incompréhension entre Juifs français intégrés de longue date et Juifs étrangers de conditions beaucoup plus modestes récemment, et qui se voyaient conférer par les Juifs français la responsabilité de l'antisémitisme, puisqu'ils parlaient mal le français, qu'ils se tenaient peut-être mal dans la rue ou ailleurs, et que, bon, alors, pendant 24 heures, les Juifs étrangers ont vu que les Juifs français avaient été ramenés un peu à leur niveau, mais le lendemain, les Juifs étrangers se sont trouvés, eux, face à une menace très grave, c'est-à-dire que les préfets reçoivent, par la loi du 4 octobre 40, la possibilité d'interner à leur gré les étrangers de race juive. Et tout de suite, commence en zone libre, c'est-à-dire là où il n'y a pas d'Allemands, l'incarcération de dizaines de milliers de Juifs étrangers qui se retrouvent dans des camps, et dans des camps tout à fait insalubres, Gurs par exemple, et véritablement dans la zone libre. C'est-à-dire qu'en zone occupée, on n'interne pas les Juifs, on les internera au printemps 1941. Mais pendant la période octobre 40 ou même juin 40, quand les Allemands sont entrés en France jusqu'en mai 41, il n'y a pas d'incarcération en zone occupée. C'est l'État français qui incarcère, qui emprisonne d'abord les Juifs. Et comme c'est un antisémitisme, il faut bien le noter parce que ça sera sa caractéristique jusqu'à la fin de l'occupation, c'est un antisémitisme xénophobe. Et donc les Juifs étrangers sont incarcérés, sauf s'ils ont des attaches françaises, une femme française, des enfants nés en France, là on n'y touche pas.